qui se nomme Adapto. Donc, pour commencer, il faut peut-être faire un petit point sur ce qu'est le littoral, hein, puisque le littoral, on est, euh, on est ici dans le sud-ouest, on a quand même un littoral assez vaste qui comprend l'estuaire, qui va comprendre toute la partie charentaise, qui comprend cette immense plage finalement qui est le cordon dunaire et sableux qui va donc de la Pointe de Grave jusqu'au Pays Basque. Au Pays Basque, on aura un type de littoral un petit peu différent, plus rocheux. Mais donc, le littoral, c'est vraiment cette zone de contact entre l'étendue maritime et la terre ferme, hein, le continent. Et donc, on est vraiment dans une pure zone d'interface, hein. Ça, quand on fait de l'écologie, donc de l'écologie scientifique, on va travailler souvent sur ces zones d'écotones, les zones d'interface entre deux milieux qui sont fondamentalement différents. Et donc, ce littoral, il a une importance évidemment en termes écologiques. Il a aujourd'hui aussi une importance en termes économiques. On en parlera un petit peu aussi, on échangera un peu autour de ça, puisque je crois que c'est ma petite diapo suivante, puisque sur alors je vous ai mis donc ça, ce sont des chiffres du gouvernement, du ministère sur notre littoral français, donc qui est très vaste. On a alors en tout, hein, comprenant aussi les zones ultramarines, on a 20 000 kilomètres de côte. Donc en métropole, ça fait à peu près 5 500 kilomètres de linéaire, donc c'est quand même assez important. Beaucoup de communes donc, sont situées sur le littoral, hein, vous avez vu, donc près de 1000 communes. Donc évidemment, aujourd'hui, il va y avoir également des enjeux, alors non seulement de conservation donc de ces espaces, mais également, il va y avoir des enjeux aussi autour des espaces habités qui l'ont été à une époque. Aujourd'hui, justement, le Conservatoire du littoral est dans la mission de conservatoire, hein, de garder ces espaces avec un impact humain le moindre possible. Mais autrefois, on a quand même beaucoup occupé des sites très exposés sur les littoraux. Et donc, forcément, on va avoir aussi des problématiques qui vont être doubles, qui vont être de conservation. Et cette conservation devra se faire sur le long terme et aussi avec une réflexion sur certains espaces qui sont très exposés sur nos côtes. Donc voilà, le conservatoire, vous le connaissez certainement. Si vous ne le connaissez pas, je vous ai mis le logo que vous apercevez régulièrement si vous allez sur notre littoral, justement, avec cette petite fleur. Alors, la fleur, c'est une fleur de panico, voilà, pour votre culture naturaliste, donc qui est ce qu'on appelle en général le chardon des dunes, mais qui n'est pas un chardon, qui est une apiacée. Donc voilà, bon, ça c'est aussi pour votre petite culture, mais c'est une plante vraiment très typique de notre littoral. Et donc, forcément, elle sert aussi d'illustration donc, à ce logo de ce conservatoire qui utilise qui achète du foncier, hein, plus de 200 000 hectares, 750 sites, pour protéger, pour essayer donc de limiter nos impacts sur les littoraux. Donc ça comprend également l'estuaire. Par exemple, il y a des sites du conservatoire sur l'estuaire de la Gironde. J'en parlerai un tout petit peu, mais c'est pas forcément notre site de travail aujourd'hui. On inviterait peut-être nos camarades du CPIE Médoc pour développer un petit peu tout ça. En tout cas, on est dans cet aspect d'acheter ce foncier, le foncier donc qui va être lui-même mis en gestion auprès d'autres opérateurs. Alors ici, dans les sites qu'on verra aujourd'hui, ça sera le département, ça sera la commune de Biganos. Bref, on est vraiment dans une action donc institutionnelle qui va vraiment viser à conserver des espaces sur lesquels aujourd'hui on apprécie justement d'avoir encore une côte sauvage, hein. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez appréciable en France en termes ne serait-ce que de qualité paysagère. Et donc, notre pays, hein, c'est vraiment un pays côtier. Et donc, ces différents aspects dont je parlais tout à l'heure, hein, on a un littoral qui est fortement anthropisé, donc il y a un gros impact humain sur notre littoral. Ce n'est pas le plus important, mais il y a quand même des zones. Alors, là encore, je vous reparle, je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de voir un documentaire assez intéressant sur le littoral qui est passé il y a un mois et demi ou 2 mois sur France 3, qui montrait très bien justement cette évolution du littoral comme étant un endroit où on se tenait le plus éloigné possible. Et puis petit à petit, l'homme s'est pris d'affection pour les bains de mer. On a commencé à coloniser, donc il montrait des images, alors c'était à la mode sur mer, mais c'était assez impressionnant où on avait des images de l'ORTF triomphantes qui disaient on a gagné des espaces sur des zones insalubres. Hello, hello, ma belle. Oui. Il est pas mal. Ah, J'adore. il y a une petite interférence là. Dis-moi. Voilà, petite interférence finie. Donc, on est exposé à plein de choses, hein, et vous voyez, donc là encore, je vous ai mis quelques infographies, pas forcément
on ne va pas lire tous les détails. Par contre, il y a quand même des communes qui sont sujettes à des risques naturels majeurs. Ça, c'est assez important. On en reparlera parce que ça a aussi un aspect important, hein. Je vous ai mis la petite, donc la petite infographie, enfin le petit schéma qui dit que quand on va mêler un aléa et des enjeux, donc les aléas, ça peut être une tempête, ça peut être et ça va être aussi ce qui va être lié, puisque pour l'instant on ne sait pas, hein, les changements climatiques, on parle de changement climatique, mais ce que ça implique en termes de concret, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui peut se passer. Donc à échelle de 50, 100, on sait que la température va augmenter, on sait que les océans risquent de monter, on a une fourchette, mais dans cette fourchette, il y a des incertitudes et donc ça va aussi donner des aléas mêlés à des enjeux, donc notamment des enjeux de population, hein, installée sur les bords. Eh bien, on va avoir des risques qui vont être accrus, hein, et ces risques naturels majeurs. Donc voilà, je crois qu'il y avait les 8 communes sur 10 en France, si c'est caché derrière ma petite bande, mais ça, donc, qui sont très exposés, hein, et de plus en plus d'habitants aussi sur le littoral, hein, puisque ce sont des lieux très attractifs, donc avec 2 millions de nouveaux résidents depuis 1960, ce qui est assez important. Alors, je vais essayer, là, il faut déplacer ce petit biconio, là, que je ne sais pas comment, qui me cache les diapos. Donc, parmi ces aléas, évidemment, hein, je parlais des changements climatiques. Alors, plutôt que vous parler pendant 5 minutes, il y a une vidéo qui a été faite, là encore, par nos collègues de Cistude, qui est sur un programme qui s'appelle Les Sentinelles du climat, qui explique ça très bien. Vous connaissez évidemment, mais c'est pour un petit rappel. Notre planète est enveloppée d'une couche de gaz appelée atmosphère, indispensable à la vie, tant pour respirer, pousser, que maintenir l'air à une température viable. Le gaz carbonique, le méthane ou encore le protoxyde d'azote se comportent en effet comme une serre. En capturant la chaleur de la Terre chauffée par le Soleil, ils maintiennent l'air à une température moyenne de 15 degrés. Sans ces gaz à effet de serre, il ferait en moyenne moins 18 degrés. Ils jouent donc un rôle vital, celui de régulateur thermique. Mais voilà, depuis le 19e siècle, la quantité de ces gaz augmente massivement. Il est prouvé que nous, humains, sommes responsables du rejet de ces gaz et donc du réchauffement. Parce que nous brûlons les énergies fossiles, parce que nous coupons massivement les forêts et pratiquons l'élevage et l'agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, ces 3 activités ont entraîné à elles seules une hausse spectaculaire des gaz à effet de serre. Et ce n'est pas sans conséquence. En 130 ans, la température moyenne de la Terre a déjà augmenté de presque 1 degré. Ce seul petit degré impacte dès à présent les océans, les banquises et les glaciers. Et plus globalement la météo, avec son lot d'inondations, de sécheresses et un cycle de l'eau complètement bouleversé. Autant dire que nous assistons à une réaction en chaîne qui malheureusement ne va pas s'arrêter là. Les scientifiques ont envisagé plusieurs scénarios possibles sur l'évolution de nos émissions de gaz à effet de serre. Dans leur scénario le plus optimiste, celui où nous arrivons à réduire nos émissions, nous devrons quand même faire face à une augmentation de la température d'1 degré de plus à la fin du XXIe siècle. Mais si nous n'agissons pas, la planète pourrait se réchauffer beaucoup plus, jusqu'à 4,8 degrés. Dans tous les cas, il faut s'attendre à de grands changements. Il y aura plus de canicules et plus de sécheresse. Les glaces vont continuer de fondre. En 2100, le niveau de la mer aura augmenté de 26 cm à 1 mètre. Et ces océans vont encore se réchauffer et s'acidifier. N'oublions pas que le réchauffement climatique dégèle le permafrost, libérant ainsi de plus en plus de gaz carbonique et de méthane. Un cercle vicieux donc. Ces changements impactent déjà et impacteront encore les humains, mais aussi tous les êtres vivants. Évidemment, c'est toujours épouvantable, hein, de voir ça, mais c'est, on va dire, un résumé assez juste des enjeux actuels. Donc, c'est vrai que quand on s'en tient à ces enjeux, et notamment donc, à ce facteur, hein, important du changement climatique, on s'expose à un changement climatique sur nos littoraux et donc à une élévation du niveau de la mer, hein, ça a été dit. Donc, on a 3 mm par an depuis 1990. Et donc, d'ici 2100, on parlerait jusqu'à 1 mètre. 1 mètre donc d'augmentation du niveau
moyen. À ceci, il faut également ajouter, puisque si l'eau était tout le temps lisse, sans aucune aspérité, ça pourrait être facile à contrôler, mais il va y avoir aussi les phénomènes de houle, donc de déplacement des masses d'eau, que ce soit des petits clapots ou des grandes houles. Est-ce que les tempêtes vont être augmentées? Il y a aussi la baisse de débit du fleuve, hein, puisque là, on le... Alors, pour l'instant, on est dans une période où habituellement il pleut beaucoup, donc ça va recharger les eaux fluviales, les nappes, etc. Bon, pour l'instant, alors je ne sais pas si c'est l'effet confinement. À chaque fois qu'on est confiné, il fait beau. Mais en tout cas, il n'y a pas eu. Il y a quelques gouttiges qui sont tombés, mais il n'y a pas eu réellement de temps très humide qui a même de recharger. Donc, tous ces enjeux autour de cette partie-là, hein, de la partie donc à la fois climatique et météorologique, des aléas météorologiques, euh, restent donc dans une incertitude, mais cette incertitude va aller quand même vers des incidences plus grandes. Et là encore, on est dans une inconnue. Donc, si on regarde un peu notre contexte aquitain, donc là, on est sur le global, hein, parce qu'on a on va dire, plusieurs types de, comment dirais-je, d'incidences. D'abord, il y a 270 km de linéaire côtier, donc il va y avoir la problématique de l'érosion. On n'en parlera pas forcément aujourd'hui, mais je comptais quand même en glisser deux mots parce qu'on le subit et on le voit. Donc, que ce soit par exemple l'exemple très célèbre du Signal, vous voyez en fait sur le recul du trait de côte, il n'y a aucun endroit où on constate, il recule partout. Il va reculer de façon plus ou moins importante, mais vous allez avoir quand même des aires justement où on va avoir un recul de cette côte. Pourquoi? Parce qu'on est sur une côte mobile et on a beaucoup construit du solide sur quelque chose de mobile. Donc ça, évidemment, j'ai juste une petite diapo après pour vous montrer ça. Donc ça, c'est un premier point de vulnérabilité, évidemment. Donc, en plus de ça, avec une montée des eaux et des perturbations, on va dire, météorologiques plus importantes, on a un premier facteur de risque. Et puis, on a des zones basses sur notre territoire, les zones estuariennes, les zones lagunaires, et qui vont être aussi particulièrement exposées à la submersion marine. Donc là, c'est un autre phénomène, enfin, c'est un phénomène, on va dire, concomitant. Cette submersion marine euh, va entraîner des problématiques donc, qui sont plus à la fois donc, plus insidieuses parce que donc elles peuvent arriver, et c'est arrivé par exemple à la Faute-sur-Mer, hein, qui est un exemple assez célèbre, malheureusement dans des conditions au moment où on les attend pas ou peu, et donc créer des graves problèmes aussi en termes sociétaux. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Et bon, là, c'est le littoral sableux, hein, que ce soit sableux ou rocheux plus au sud, on a quand même donc des érosions très importantes. Alors, j'aurais pu mettre la photo parce que c'est pas mal passé dans les journaux, juste avant le confinement. Donc, il y a la vague de Bellara, qui est une très grosse vague qui est célèbre pour les surfeurs justement du coin, et pas que du coin d'ailleurs, d'Europe entière. Il y a beaucoup de public qui va la voir le long d'une falaise. Une partie de cette falaise où se tenait le public s'est écroulée. Alors, heureusement, pas pendant que le public était là, mais ça veut dire qu'on a, même sur une côte rocheuse, et bon, c'est une côte rocheuse relativement meuble, on a des problématiques d'érosion très importantes. Je vous ai mis un deuxième point, c'est l'évolution temporelle donc, de la ville de Lacanau, donc sur 4 dates, hein, de 1950 à 2018, où on voit à la fois donc, le double, hein, c'est le double effet. Alors, je parlais référence publicitaire un peu vieille, mais le double effet qui se coule. On a à la fois le littoral mobile, donc forcément ce sable qui se déplace, et à la fois une construction de plus en plus importante sur le littoral, où on voit que la ville de Lacanau se développe de façon de plus en plus importante au fur et à mesure des années. Donc, on augmente forcément le risque, hein, de ces points de friction, de ces points de contact et de cette problématique de grandes tempêtes, hein. Si vous êtes allé faire un tour à Lacanau, c'est vrai que la plage est, pour ainsi dire, inexistante, en tout cas sur la partie centrale. Et puis, donc, je vous parlais des submersions. Donc, les submersions, mais là, on va avoir donc des problématiques donc, d'eau qui vont rentrer sur ces parties basses, alors par divers moyens, donc soit par des modifications du régime fluvial, hein, on peut avoir des débits très faibles, et puis des pluies très importantes qui vont venir dévaler et créer des crues. On peut avoir des tempêtes, on peut avoir l'élévation de la mer, on peut avoir une combinaison des trois, et donc ça va nous entraîner sur des submersions marines. Alors là encore, j'économise ma voix quelques instants puisque j'ai une petite vidéo, là encore, hein, donc de l'Observatoire de la côte aquitaine. Donc,
je vous avais certainement vu sur les documents précédents, source OCA, c'est ça, l'Observatoire de la côte aquitaine, justement, qui compile et qui suit énormément ces problématiques autour du littoral. Alors, on va peut-être appuyer sur le bouton. La mer est agréablement calme aujourd'hui. Malheureusement, s'installer si près de la mer n'est pas sans risque. En effet, les habitants côtiers se retrouvent à la merci des intempéries telles que les tempêtes. Le niveau marin à la côte peut alors monter sous l'effet de la marée, du vent et de la pression atmosphérique et des vagues. La mer peut alors pénétrer dans les terres. Ce phénomène, qui peut durer de quelques heures à quelques jours, s'appelle la submersion marine. Il se produit sur les zones basses et selon 3 mécanismes différents. Via le franchissement par paquets de mer. Les vagues déferlent et se brisent sur les défenses côtières, projetant des gerbes d'eau par-dessus qui inondent les zones arrières. Le deuxième mode de submersion est le débordement. Le niveau marin s'élève au-dessus de l'altitude du terrain naturel ou de la crête des ouvrages de protection et entraîne un déversement direct d'importantes quantités d'eau à terre. Le dernier mode de submersion est la rupture progressive ou brutale d'ouvrages de protection ou de cordons dunaires, qui est causée par l'action répétée des vagues. Un épisode de submersion peut résulter de la combinaison de ces différents processus en des endroits différents du littoral. En Nouvelle-Aquitaine, la submersion marine concerne essentiellement les zones basses estuariennes, les baies, les plages de poche, les marais maritimes et les polders. En l'absence d'adaptation, le changement climatique, et en particulier l'élévation du niveau de la mer, entraînera inévitablement des submersions marines plus fréquentes et plus intenses lors des tempêtes, et qui pourront dans certains cas s'avérer définitives. L'adaptation à ces changements est essentielle si nous voulons continuer à profiter durablement de notre littoral. Voilà, j'arrivais plus à faire apparaître la petite barre. Donc, ce mot d'adaptation est réellement très important, hein, et c'est vrai que ces aléas, bon, je vous montre quelques images, hein, mais ça, tout le monde s'en souvient de cette tempête de 99. Ces aléas existent, hein, et là encore, hein, c'est quand on a des combinaisons de facteurs exceptionnels, que ce soit par exemple une grande marée avec une dépression très creuse. Les dépressions vont faire augmenter le niveau de l'eau mécaniquement. Plus du vent, plus l'eau qui ne se retire pas à marée basse et une marée qui re-rentre, plus les vagues, plus le clapot. On a des phénomènes donc très importants. Voilà, là, ici, ce sont les images de la forêt dévastée, mais vous aviez également tout un ensemble de problématiques et notamment d'inondations et donc de submersions qui se sont passées dans toute la zone du fond du bassin d'Arcachon. Alors justement, hein, on parlait de ce mot adaptation. Donc, que faire? Et notamment le Conservatoire littoral qui possède énormément de foncier donc sur notre littoral, c'est assez rapidement poser la question puisque toutes ces zones dont l'entretien peut se révéler coûteux et se révèle coûteux pour certains endroits, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement s'adapter au mieux et ne pas passer en mode défense désespérée, hein, puisqu'on parlait de foot et de Maradona. Voilà, pas faire comme les Anglais face à Maradona en 86 en quart de finale de Coupe du Monde. Savoir que de toute façon, il finira par marquer un but, c'est ce qui va se passer. Donc, comment faire pour s'adapter et que cette problématique soit amortie justement par un certain nombre de mécanismes que l'on peut mettre en place. Alors, Isabelle, je ne sais pas si tu souhaites dire quelques petits mots sur cette partie-là, justement sur cette diapositive, ces deux diapositives. Oui, merci Gaëlle. Bonsoir à tous. Alors, je suis Isabelle Kichelewski, je travaille au Conservatoire du Littoral dans son équipe qui est de la délégation Aquitaine. J'ai en charge un des sites Adapto. Donc, Adapto, c'est un programme qui est financé par l'Union européenne dans le cadre d'un LIFE. Qui a un objectif, c'est de démontrer que la gestion souple du trait de côte, de la bande côtière, permet de s'adapter au changement climatique et à tous les phénomènes naturels donc, que Gaëlle vient de vous présenter.
Et qu'est-ce qu'on entend par gestion souple? Elle y reviendra un peu plus tard, mais pour que ce soit résumé rapidement dès maintenant pour vous, la gestion souple, c'est une gestion qui est la plus naturelle possible, qui se rapproche le plus possible d'une évolution naturelle du milieu. Et pour cela, pour faire cette démonstration, le Conservatoire se base actuellement sur 10 exemples qui sont répartis tout le long du littoral français. Et, désolée, je reviendrai sur la diapo d'avant, mais donc 10 exemples qui sont répartis sur tout le littoral français. Il y en a grosso modo, enfin c'est pas grosso modo, il y en a un qui a été choisi par chaque région comme étant celui qui illustrait le plus ou qui illustrera le plus, ils n'ont pas les mêmes degrés d'avancement, le plus cette démonstration. Et il se trouve qu'en Nouvelle-Aquitaine, le programme comprend 3 sites pilotes adaptos donc, qui servent d'exemple. Et ces 3 sites pilotes sont les sites qui sont les plus avancés dans le programme. Du coup, Gaëlle, est-ce que tu peux revenir sur la Marguerite d'Adapto? Désolée. Donc, ce programme, il a pour objet de démontrer que cette gestion souple, elle permet de s'adapter au changement climatique. Et pour cela, sur chacun des 10 sites, il y a plusieurs thèmes qui sont développés. Alors, je vais commencer par le petit thème violet que vous avez en bas à droite. Sur tous les sites, il y a des modélisations qui sont faites et qui permettent d'appréhender l'impact qu'aura soit la submersion, soit l'érosion, ça dépend des sites, à des temps qui sont définis, c'est 2050, 2100, quels seront l'impact de ces phénomènes. Et en fonction de l'impact de ces phénomènes, il y a différents scénarios qui vont être imaginés. On y reviendra un peu après, Gaëlle vous en parlera des différents types de scénarios, mais globalement, on va définir des scénarios un peu extrêmes. On ne fait rien ou alors on se bat coûte que coûte, et puis après, il y a le scénario intermédiaire. En fonction de tous ces scénarios, sur la base de tous ces scénarios, il va y avoir une analyse économique qui sera réalisée. Donc, on passe sur le petit pétale jaune. Et cette analyse économique, elle permet d'apporter tous les bénéfices et les coûts, puisque ça va être une analyse coût-avantage, tout ce que chacun des scénarios va coûter ou va apporter en termes de bénéfices. Et sur la base de cette analyse coût-avantage de chacun des scénarios, on va choisir un des scénarios, le scénario qui est le plus intéressant. Sachant que finalement, le scénario de gestion souple du trait de côte, parfois, il n'est pas le plus intéressant, mais le programme montre que c'est le scénario qui est en majorité quand même le plus intéressant. Et puis, donc, il y a également, si on passe sur la petite pétale rose, le Muséum d'histoire naturelle de Paris qui travaille avec nous et qui est en train de mettre en œuvre, d'essayer de créer un indicateur qui permette d'évaluer l'évolution du milieu. Une fois qu'on aura fait un choix sur le type de gestion qu'on veut faire sur les espaces naturels concernés, quel indicateur nous permettrait d'évaluer si on va vers quelque chose, on va dans le bon sens ou pas. Donc, le muséum travaille avec nous là-dessus. On a également des sociologues qui travaillent. Il y a une thèse actuellement sur ce sujet. Si on passe sur la petite pétale rouge, le pétale rouge, pardon. Et il y a des enquêtes qui sont faites auprès du public pour essayer de percevoir quelle est la perception du public de ces sujets-là, sachant que c'est des sujets complexes parce qu'on a souvent l'impression que quand on essaye de se rapprocher de phénomènes le plus naturels possible,
l'homme a très vite l'impression qu'il abandonne, qu'il laisse faire. Voilà, on utilise des termes qui sont un peu, qui veulent déjà tout dire et pas dire grand-chose. Mais voilà, donc l'idée d'arriver à comprendre quels sont les mécanismes de perception de ces questions-là. Et puis, un des grands thèmes d'Adapto, de ce programme, c'est le thème du paysage. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, le paysage et les analyses paysagères permettent, qui sont donc en fait, pour vous expliquer ce que c'est, on a des paysagistes qui nous aident à transmettre au public quelle a été l'évolution de ces sites passés, présentes, mais également ça permet de percevoir quelles seront les évolutions futures en ayant des croquis, des cartes, plutôt que en laissant simplement fonctionner son imaginaire. Et généralement, on a tendance, quand on imagine le futur, à pas forcément être très positif. Donc, l'idée, c'est de travailler avec des paysagistes qui nous permettent d'illustrer des données de la connaissance scientifique de manière la plus vulgarisée possible. Et on sait que ça fonctionne bien, ça permet que les gens comprennent bien ce qui se passe. Et puis, on arrive sur la pétale, je ne sais, fuchsia, qui est donc ce que fait actuellement Terre et Océan sur le programme Adapto et de manière générale, c'est-à-dire de l'éducation à l'environnement, l'approche pédagogique, qui est finalement la cerise sur le gâteau de tout ce programme. La pétale n'est pas tout en haut, mais elle pourrait tout à fait, puisque cette approche pédagogique permet de transmettre au public, aux élus, aux techniciens, tout ce que va fournir comme données le programme. Voilà pour le programme Adapto. Sur la diapo qui suit, donc, je vous ai expliqué les sites, la carte là, avec tous les sites français qui sont étudiés. Les trois options que Gaëlle a listées, ce sont les scénarios que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on fait des hypothèses sur chacun de ces sites, globalement, on fait trois hypothèses. La première hypothèse, c'est « et si on continuait à lutter jusqu'à ce qu'on n'y arrive plus, combien ça coûterait, combien on perdrait à la fin, beaucoup. Et quels seraient les avantages. Et puis, il y a donc le deuxième scénario qui est si on fait rien, si on fait comme avant, surtout on ne change pas, on continue à entretenir exactement comme avant sans modifier nos habitudes. Et là, c'est pareil, on se rend compte que finalement, on perd peut-être un peu moins que quand on résiste coûte que coûte, mais la mer, quand elle passe, elle va très très loin également. Et il y a le dernier scénario qui est le scénario que le programme a pour objectif de mettre en avant et de démontrer comme étant la solution la plus intéressante. C'est la solution d'adaptation qui permet d'essayer de mettre en place des phénomènes, par la gestion des phénomènes qui se rapprochent le plus possible d'un fonctionnement naturel, de permettre à la nature d'avoir une évolution la plus naturelle possible. Voilà pour cette diapo-là. Et donc, je vous l'ai dit, en Aquitaine, il y a 3 sites pilotes Adapto en Nouvelle-Aquitaine et qui, en fait, sont même 5 sites du conservatoire qui ont été regroupés en seulement 3 sites Adapto parce qu'il y avait tellement d'exemples à utiliser qu'on a été obligé enfin pas obligé, mais on a préféré regrouper des sites pour pouvoir avoir plus d'exemples à montrer. Voilà, je repasse la parole à Gaëlle sur le reste de
cette Merci montée. Isabelle de ces compléments. Donc, vous avez peut-être vu, au final, hein, c'est aussi une approche peut-être assez pragmatique, on va dire, de ces enjeux-là. C'est-à-dire que on voit hein, qu'on a un paysage qui est quelque chose de dynamique. Et c'est vrai qu'on l'oublie souvent quand on fait de l'écologie, on le constate. Vous allez voir, je vais passer une petite vidéo qui montre bien aussi cette dynamique du paysage changeant à travers le temps, hein, même en milieu urbain, en 15-20 ans, un paysage change. Donc évidemment, soumis à la fois aux marées puis aux aléas naturels, un site va changer. Donc effectivement, l'accompagnement à travers, on va dire, des mécanismes le plus naturels possible, c'est un facteur qui est réellement important aujourd'hui. On en a fini un petit peu avec ce temps de l'ingénierie à l'ancienne où on mettait des enrochements et on résistait coûte que tout coûte, justement, pour essayer plus d'être, alors encore dans l'analogie sportive, dans la métaphore du judo, donc être souple justement pour pouvoir supporter le poids de la neige plutôt que la branche ne casse. Voilà, c'était le moment zen, de la soirée. Donc pour cela, hein, on se concentre alors notamment ici, c'est vrai qu'on a pas mal les exemples qu'on va avoir en Aquitaine sur Adapto sont des domaines endigués. Donc qu'est-ce que c'est qu'un domaine endigué? En fait, les domaines endigués, c'est des domaines sur des zones basses. Donc là, je vous ai mis l'exemple du bassin d'Arcachon. Donc, ça va être tout ce qu'on va retrouver dans le fond du bassin d'Arcachon. C'est lieu où vous allez certainement vous balader lorsque vous en avez l'occasion. Donc, à partir, je l'espère, au moins du 15 décembre. Et sur lequel l'homme est venu gagner des terres. Là encore, hein, ces mots dont parlait Isabelle tout à l'heure, on parle de gagner des terres, mais on perd des présalés, on perd des espaces naturels. Mais c'est vrai que dans l'acception populaire, on parle de gagner des terrains et donc ils ont été aménagés par l'homme. Alors pourquoi est-ce qu'on a récupéré ces terrains? Il y a beaucoup de formes différentes, mais c'est souvent pour des activités humaines de type agriculture. Alors il y a aussi, saliculture et donc on a, créé des digues pour, isoler ces domaines, justement des fluctuations journalières, de la marée, hein. Donc là, je vous ai mis, des images, hein, de ces digues-là. Donc les digues, c'est remblais artificiels, hein, qui sont dans notre région le plus souvent composée de terre. Et donc la fonction, c'est d'empêcher la submersion des basses terres par les eaux alors d'un lac, d'une rivière, de la mer. Dans notre cas, c'est des eaux estuariennes ou donc de fond de bassin, des eaux lagunaires. Donc vous avez les images hein, donc de ce site à Graveyron en 1895 et peut-être aussi dans la petite Marguerite justement d'Adapto. Si la dimension sociale est évoquée, elle n'est pas non plus complètement innocente. Il y a aussi la dimension patrimoniale. On en reparlera aussi de ces histoires de digues. Vous voyez, donc là, on est au début, enfin là, à la fin du 19e siècle et vous avez donc les terrassiers, on les voit, ils sont tout petits par rapport aux digues, qui ont fait ce paysage. Et donc forcément, aussi, il y a aussi la dimension peut-être sentimentale qu'on peut avoir, notamment pour les habitants de très longue date hein, de ces lieux-là. C'est leurs aïeux qui ont construit ça. Il y a toujours un peu le côté crève-cœur de déconstruire, alors que justement, le but qu'on a, nous, c'est de montrer qu'on ne déconstruit pas, c'est qu'on accompagne. On va peut-être effectivement céder, entre guillemets, quelques digues à l'océan, mais c'est aussi pour conserver ces domaines. Vous verrez quelques exemples, justement, dont parlait Isabelle tout à l'heure. Alors, ces domaines endigués, je le disais, elles ont été gagnées par l'homme sur des milieux naturels, donc des milieux naturels qui se trouvent être sur le haut estran, hein, les plus hautes zones de l'estran. Donc cet estran, donc cette zone de balancement des marées, l'estran quand même compose à peu près les 2 tiers de la surface hein, du bassin d'Arcachon. Il y a beaucoup de zones vaseuses et sur les hautes zones, vous allez retrouver justement ce qu'on appelle donc les présalés. Alors l'estran, on va le diviser en 2 parties. Alors il y a les mots barbares, slick et shore, donc qui sont, des vocabulaires néerlandais parce qu'on parle d'assèchement, de gain et cetera, mais on va parler aussi de polder. Et tous ces mots sont des mots néerlandais parce que justement, ils ont cette problématique de terre basse qu'ils ont gagnée, au fur et à mesure de leur histoire, pour pouvoir élargir, hein, leur territoire et pour pouvoir aussi avoir, plus de terres agricoles. Et donc, ces gains-là ont été faits plutôt sur la partie haute, donc ce qu'on appelle la shore, et qu'on appelle, avec un vocabulaire plus classique, les présalés, donc qui vont être des zones inondées par les marées lors des donc grandes marées, hein, voilà, donc dans les pleines mers de Viso, c'est ça que c'est le petit acronyme PMVE. Donc, vous allez avoir ces marées qui vont venir recouvrir le tout, et on va avoir donc
des zones avec une végétation très singulière, hein, qui est adaptée au sel. Donc, je vous ai mis le mot, ce sont ce qu'on appelle les halophytes. Donc, ces halophytes qui ont besoin et qui tolèrent le sel. Et en gros, c'est aussi une adaptation physiologique. En gros, ces plantes-là utilisent le sel comme un herbicide. Elles le tolèrent. Les autres plantes ne peuvent pas venir s'installer. Donc, elles vont avoir les coups des franges pour se développer. Donc, une des plus célèbres halophytes, c'est la salicorne, hein, qu'on appelle aussi cornichon de mer. Mais il y en a d'autres, hein. Bon, je ne vous ai pas mis toutes les différentes espèces, mais ces milieux est assez diversifié en termes d'espèces et il va y avoir une importance écologique de ces milieux-là. Et puis, sur la partie de l'estran, celle qu'on appelle la vasière, hein, on va ramasser les palourdes quand on a l'occasion. Et c'est en fait des lieux vaseux qui peuvent être recouverts d'un herbier, notamment celui à Zosternen, mais ce sont des lieux alors, à la fois aussi très importants écologiquement. Alors cette Zosternen, elle est importante pour des oiseaux qui viennent l'hiver sur le bassin d'Arcachon, qui sont les bernaches. Alors si on regarde plus la partie des prés salés, en fait, elles vont être recouvertes, je vous disais, par les marées. Alors sur le bassin d'Arcachon, l'exemple, hein, c'est entre 200 et 400 millions de mètres cubes d'eau. Donc voilà, les millions de mètres cubes, ça ne parle pas souvent. Donc j'aime bien faire des calculs. Ah zut, pardon. J'aime bien faire des petits calculs comme ça, un peu plus triviaux. Ça fait 120 000 piscines olympiques, voilà, qui rentrent à chaque marée. Donc j'avais même calculé en jours d'entraînement de Florent Manodou, mais je me souviens plus de. Mais c'était des dizaines de jours, hein. C'est vraiment une quantité énorme. Et puis, donc ces marées vont varier, là encore, hein, des paramètres qui sont variables, les coefficients. Donc, évidemment, alors au cours du temps, hein, c'est pas un demi-couscous. Voilà, c'est de 20 à 120. Lorsque nous avons des grands coefficients, donc nous avons des facteurs de risque plus importants, évidemment. La hauteur à marée haute, hein, donc plus ce coefficient est grand, plus elle monte haut. Donc, si vous avez une marée qui va à plus de 5 mètres, évidemment, si une tempête s'annonce, on aura des risques importants. Et puis, le marnage, hein, c'est le paramètre, donc la différence entre la marée haute et la marée basse. Plus les coefficients sont importants, plus il est important. Alors, ces présalés, vous avez différentes espèces. Voilà, je vous ai mis les différentes zones, donc spartine, salicorne, obione et astère. Donc, ce sont des espèces de végétation, hein, qui sont, je vous le disais, halophiles et qui vont être répartis en étages. Et cette végétation, comme je le disais tout à l'heure, est spécialisée parce qu'il y a des conditions écologiques particulières sur ce milieu. Et donc, elles vont, entre guillemets, réussir à éliminer la concurrence. C'est plutôt l'eau de mer qui élimine la concurrence. Et elles vont avoir des adaptations très spécifiques, souvent des plantes qui ont l'air un peu grasses, donc qui vont pouvoir conserver l'eau douce et éliminer le sel par divers moyens. Alors, quand on parle d'évolution, ouais, je l'ai plus tard. Juste dans ces présalés, hein, c'est des lieux très importants pour la biodiversité. Donc, on l'a oublié, on continue à l'oublier, hein, parce que souvent, on va parler, et donc dans le petit océan, on en parle justement, on fait ce parallèle entre la mangrove et les présalés. Pourquoi? Parce que souvent, dans notre côté un peu donneur de leçons, on dit: «Ah, dans les zones tropicales, on détruit la mangrove», comme si ce n'était pas notre problème. Il faut savoir qu'on a détruit d'immenses quantités de présalés et qui vont avoir finalement un effet un peu similaire, hein. Vous verrez tout à l'heure les expériences qu'on a menées pour montrer justement un effet d'amortissement, notamment des vagues et des houles, par ces présalés. Donc, on le connaît bien sur les mangroves et c'est pareil, on va toujours regarder un peu la paille dans l'œil du voisin. Mais c'est assez important de penser à la fois que ce sont des lieux de biodiversité qu'on a colonisés, détruits parfois, donc bon, pour faire des terres agricoles, aujourd'hui pour faire des marinas, ça arrive encore. Mais c'est des lieux donc, et qui ont en plus deux formes, hein, de temporalité, donc qui ont en termes de dynamique spatio-temporelle, des temps où l'eau recouvre, et donc on va avoir des poissons, on va avoir du plancton, on va avoir différents types de mollusques et de gastéropodes, on va avoir des oiseaux type les goélands, les mouettes, les canards, etc., à marée montante. Et puis, à marée basse et marée descendante, on va avoir une occupation différente. On va avoir des insectes, on va avoir des oiseaux comme la gorge bleue, on va avoir des oiseaux comme les limicoles. Alors, je vous ai mis le courlis ou le grand gravelot, qui vont consommer des insectes, des invertébrés sur cette vasière qui est découverte. Donc, ces milieux-là ont une grande importance écologique et justement, le but d'Adapto, c'est de leur redonner du protagonisme, hein, à travers des actions concrètes, mais relativement simples en termes de technicité aussi.
Alors, c'est présalé pour vous montrer aussi. On a fait une petite vidéo temporelle pour vous montrer l'évolution de ces présalés et de ces traits de côte sur les 2 sites pilotes du delta de l'Aller, donc que sont l'île de Malprat au sud et au plus au nord, le domaine de Certes et de Graveyron. Et en fait, vous allez voir que en 300 ans, l'évolution de ces sites, alors voilà, j'ai mis une musique un peu planante, mais je peux parler dessus. L'évolution de ces sites s'est fait petit à petit et là on le voit très bien, cette île de Bran sur le premier temps, qui est devenue donc le domaine de Certes tel qu'on le connaît aujourd'hui, pour une raison toute simple, c'est que donc le marquis de Sivrac va récupérer ces terrains-là pour faire de la saliculture, chose qui ne va pas marcher. Et donc cette saliculture va petit à petit donc se transformer en quelque chose de plus classique, donc des bassins d'élevage de poissons, des zones agricoles. Et vous voyez qu'en fait, petit à petit, ces domaines vont être endigués donc de façon de plus en plus complexe, avec des casiers bien individualisés. Donc vous voyez la partie sud, hein, on voit que ces réservoirs à poissons ont été faits ensuite sur l'île de Malprat. Alors pour situer, parce que je ne sais pas si vous voyez mes petites flèches, donc domaine de Certes et Graveyron et île de Malprat. Donc quand on va passer sur les photos aériennes, on aperçoit notamment les zones aujourd'hui en reconnexion, je les remontrerai. C'est ici, et par exemple celle-ci, donc c'est la pointe de Graveyron. Aujourd'hui, elle est en reconnexion marine et on va voir justement un peu à la fois le pourquoi et le comment de cette évolution-là. Donc ce film, si vous l'avez apprécié, vous pouvez le retrouver sur notre page YouTube. N'hésitez pas donc à aller sur le YouTube de Terre et Océan. On a notamment ces vidéos. Alors je ne sais pas si celle-ci j'ai mise, je fais le malin, mais voilà. En tout cas, vous avez donc cette évolution qui se fait sur ce site. Et donc, on a vraiment gagné ces terres. Donc aujourd'hui, la question 6, c'est d'en rendre une certaine partie et pour des intérêts à la fois écologiques, donc en termes de biodiversité, mais aussi pour des intérêts plus pragmatiques, donc, et notamment pour pouvoir résister et s'adapter aux problématiques futures. Alors, il me le rejoue, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous ai mis ici en détail, hein, on le voit. J'avais viré la petite flèche, mais elle est revenue. Donc, en détail, vous allez avoir ces domaines endigués classiques, hein, c'est là, on est sur le domaine de Graveyron. Avec les digues, c'est les lieux de balade. Mais il ne faut pas oublier que et là encore, notre occupation se fait au contact direct de l'estran, avec notamment le port d'Audange qui est là. Et puis, donc, ces sites qui sont mixtes, à la fois avec un usage agricole, donc avec des prairies, avec des fossés donc, qui vont permettre une partie du drainage, avec des haies, et puis avec des bassins donc, en eau, des bassins à poissons, qui vont être côté intérieur, donc qui vont être plutôt à tendance eau douce saumâtre, puisque de temps en temps, on fait rentrer l'eau. Hein. On va aussi contrôler le niveau de l'eau à l'intérieur de ces domaines-là. Et donc, traditionnellement, ces bassins à poissons faisaient rentrer de l'eau avec un alvinage important. On laissait les poissons se développer dans les bassins intérieurs, justement, ce qui permettait de contrôler, puis aussi de les avoir, entre guillemets, à l'œil. Et puis, dès lors qu'ils étaient assez grands, on ouvrait les écluses. Et lorsque les bassins se vidangeaient, on pouvait récupérer ces poissons. Donc, c'était des techniques assez simples, mais là encore, qui s'appuyaient sur le milieu naturel. Et sur la pointe donc ouest, vous voyez qu'il y a une zone reconnectée dont on va reparler justement un peu plus en avant. Donc voilà un domaine endigué, hein, quand on est aujourd'hui sur la balade. Donc là, si on se balade d'un côté, donc certes Graveyron ou Malprat, si vous pouvez accéder à l'île de Malprat, puisqu'il faut y accéder donc lors de marées correspondantes, et puis surtout lors de balades guidées, mais c'est envisageable. Et puis vous allez avoir donc des bassins peu profonds, des haies et des zones de digues, donc avec des zones plus hautes qu'on appelle les bosses, et puis des bassins entre qui vont être en eau. Donc, ces domaines endigués, hein, justement, il va falloir comprendre les risques. Alors là, je vous ai mis une image, c'était, je crois, lors de la tempête, justement, de 99 ou 2009. Ça, c'est 2009, c'est plus récent. Va y avoir cette problématique, justement, du risque lié donc à ces aléas climatiques et comment, avec ce programme APTO, réussir à créer des zones tampons, des zones d'amortissement en reconnectant au milieu marin. Alors ça, c'est la problématique en fait initiale, hein, une situation endiguée initiale. On a donc d'un côté l'accès à la mer, une digue à la mer, des bassins endigués, souvent des digues intérieures ou digues secondaires, et puis des zones d'habitation. Et donc sur ces milieux-là, eh bien, on va constater, alors je vais enlever le texte parce que voilà, on va avoir en fait
un phénomène qui est celui de déferlement des vagues. Lorsque on a un milieu nu, tel que du sédiment nu et encore plus des zones enrochées, on va avoir en fait un déferlement des vagues qui se fait sans aucune résistance. Et ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui quand on va lutter contre tout ce qui est l'érosion. Hein, si on construit une belle digue faite d'un enrochement rigide, on se sent protégé parce que dans notre tête, le solide, c'est du solide, mais on va créer en fait des zones où l'énergie de la houle va être plus forte. Donc là, dans ce cas-là, on voit bien que cette houle qui déferle, donc on est là en situation contrôlée en canal à houle, elle va venir déferler jusqu'au pied de la digue. Là, on est sur on va dire un temps calme, mais si on a un grand coefficient de marée et puis une tempête, on va avoir toute l'énergie de la houle qui va se déchaîner contre cette digue. Donc voilà la situation endiguée initiale. Donc comment faire pour que finalement pouvoir faire varier ce paramètre et créer une situation qui va aussi venir briser l'énergie de cette houle. Alors pour cela, eh bien, parfois la nature fait bien les choses, puisque, sur les sites et là, Isabelle en parlait, hein, c'est vrai que les sites adaptaux qu'on va avoir, sur notre territoire aquitain ont l'avantage d'être, avancés, voire très avancés, donc ce qui nous permet de voir aussi, l'après. Parce que, sur d'autres sites du territoire en France, on est encore dans la phase de l'avant, de la mise en place. Ici, des brèches sont ouvertes dans les digues à partir des années alors 90, hein, pour le domaine de Graveyron. Donc, l'hiver 95-96, une brèche se forme et en fait, les bassins vont être reconnectés à la mer. En tout cas, une partie de ces bassins, donc ceux qui concernent justement cette pointe du domaine de Graveyron. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, bon, intuitivement, on peut se dire c'est une catastrophe, va y avoir des gros problèmes. Or, lorsque la marée rentre, et en général, la marée ne fait que rentrer et sortir quotidiennement, elle va ramener des sédiments, elle va ramener des graines, il y a des végétaux qui vont se développer. Et en fait, on a à la fois des sédiments qui se déposent et à la fois un présalé qui va se reconstituer de façon naturelle. Il va reprendre finalement place là où on l'avait un petit peu mis dehors pour des raisons, donc pour des usages humains. Et donc ça, on va le voir également, hein. Donc là, vous avez des images donc à la fois donc sur ici la fameuse brèche, donc on est en 96 et ce domaine de Graveyron, là où on voit encore des zones plutôt, on va dire, plutôt bien géométriques. Donc en général, le vue de haut, la géométrie est quasiment systématiquement fruit de l'occupation humaine. Et même chose ici pour Malprat. Donc on va avoir des digues à la mer directement exposées qui vont être érodées petit à petit. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne des changements paysagers. Et là, on le voit bien, hein, sur cette partie de Malprat, où donc entre, alors je crois que la première est de 89, 97 et 2007, on voit une évolution et vous voyez une végétalisation assez importante de l'estran sur donc cette pointe-là. Donc, il y a une reconquête de ces zones de présalé et il y a un intérêt donc à la fois, je vous disais, donc écologique, là encore écologique au niveau scientifique, donc pour la biodiversité, puisque ces milieux de présalé sont des milieux aujourd'hui très fortement menacés sur nos territoires et à la fois, il va y avoir des intérêts aussi mécaniques qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc même chose, hein, pour l'île de Malprat. Donc sur ce territoire-là, vous avez une brèche donc, dans les années 96, donc indiquée par les flèches. Et ces brèches-là, eh bien aujourd'hui, les présalés vont avoir regagné de vastes secteurs à partir de cette érosion, hein, de cette digue à la mer. Et justement, dans ce cadre justement de l'adaptation intelligente, hein, de l'adaptation donc souple du trait de côte, le conservatoire, plutôt que de chercher à reconstruire une digue qui était de toute façon vouée à l'échec, a décidé de créer une digue de second rang, une digue de second rang qui apparaît sur la seconde photo et qui va être un ouvrage justement qui va permettre de conserver ces bassins endigués, justement aussi pour la notion patrimoniale, puisque, entre guillemets, la reconnexion était acquise. Cette reconnexion marine s'était faite, là encore, hein, c'est un certain pragmatisme. Ne pas reconstruire, c'est aussi, enfin ne pas reconstruire en tout cas la digue à la mer, c'est aussi faire des économies à la fois ponctuelles sur la reconstruction et à la fois sur le long terme. Pourquoi sur le long terme? Parce que cette digue, donc, enfin, construite en 2005, n'a pas été retouchée depuis. Donc on est à 15 ans aujourd'hui, malgré les tempêtes qui se sont enchaînées, certaines tempêtes de haute intensité, 2009, 2010.
Vous constatez, alors vous le voyez à gauche sur la photo du bas, en fait, dans le secteur reconnecté, vous aviez un bassin en eau. Aujourd'hui, vous avez un présalé qui s'est développé de façon très dense, hein. Quand on est sur le site, on a un présalé extrêmement dense qui s'est développé sur toute la surface. Donc ça, en fait, on peut le voir aussi sur d'autres sites. Là, je ne vais pas trop le développer parce que là, ça sera peut-être nos camarades justement du CPI Médoc qui un jour nous parleront de ça. Mais sur l'île Nouvelle, on a eu là encore l'occasion en 2009 de reconnecter puisqu'une brèche s'est ouverte, hein, sur une partie donc des digues du secteur nord de l'île Nouvelle. Et donc ces digues-là qui avaient cédé, plutôt que de les reconstruire, là encore, on décide de renforcer les caissons de digues, notamment autour de la partie bâtie que l'on a. Donc là, ici, hein, la brèche s'est faite par ici. Donc là, on renforce ce secteur-là. Et donc, on voit ce qui se passe et on voit l'évolution. Et l'évolution, vous voyez qu'on est passé, donc ça à l'époque, c'était quand c'était avant le rachat par le conservatoire. Enfin, c'était juste à la fin en fait, de l'exploitation agricole. Ce qui s'est passé en 2009, cette brèche, et puis aujourd'hui. Donc là encore, les vases de l'estuaire, hein, se sont déposés, la végétation a recolonisé et on a au final un paysage qui se reconstitue et qui va permettre, là encore, parce que les crues, enfin notamment les tempêtes, pardon, vont venir de l'estuaire, hein, là, l'estuaire se trouve au nord sur cette photo, eh bien, on va avoir une vaste zone végétale qui va être capable d'amortir ces éventuelles submersions ou tempêtes qui pourraient venir impacter le reste de l'île. Donc, lorsqu'on a une reconnexion, en fait, de façon presque intuitive, mais de façon presque intuitive, mais quand même, on l'a un petit peu explicité sur des schémas. En fait, dès lors qu'on va reconnecter, on va avoir les eaux marines qui vont revenir, qui se retirent, qui reviennent, qui repartent, évidemment sur un cycle journalier. À l'étal, on va avoir du sédiment, de la matière qui va se déposer. Sur les hauts fonds, vous allez avoir des végétaux qui vont pouvoir germer. Ces végétaux, en se développant, vont eux-mêmes retenir plus de sédiments. Et on va avoir ce qu'on appelle une accrétion et une reformation de l'estran tel qu'il était quelques années auparavant. Donc ici, vous avez un schéma qui montre, hein, donc une digue érodée et donc avec une digue secondaire et un présalé qui peut se reconstituer. Alors en plus avec des avantages indéniables, notamment, hein, aujourd'hui on a sur des problématiques de carbone aussi, donc ça va être un superbe piège à carbone et ça va permettre de retenir des matières en circulation. Donc sur les études qui ont été faites, hein, qui sont aujourd'hui, on commence à avoir pas mal de recul, on peut avoir des rehaussements de 3,5 cm par an par cette accumulation à la fois de matière organique, les racines, les tiges, et à la fois par l'accumulation de sédiments. Et donc au final, en 10 ans, on a 35 centimètres de gagné. Donc, entre guillemets, on peut compenser ces hausses du niveau marin assez aisément en permettant à cet estran de se reconstituer. En plus, donc autre avantage, c'est que l'estran, en retenant les eaux, il va également retenir des matières, hein. Il va retenir les matières, à la fois tout ce qui peut venir de la terre ferme, donc des eaux, des pesticides et autres, choses assez peu joyeuses, mais aussi tout ce qui est sels minéraux, hein. Les végétaux ainsi que la flore microbienne va utiliser ces sels minéraux et donc va permettre de relarguer des eaux de plus grande qualité. Donc ça, c'est important, notamment, hein, sur la zone du bassin d'Arcachon et le fond du bassin d'Arcachon. La qualité des eaux est un facteur important pour les activités économiques, notamment tout ce qui va concerner évidemment l'ostréiculture, mais aussi pour la qualité des eaux de baignade, hein. Il y aura moins de bactéries potentielles qui vont se développer dans les eaux, moins d'algues vertes parce qu'il y aura moins de nitrates, moins de phosphate. Et donc ça aussi, c'est un intérêt secondaire, hein, là encore, hein. C'est quelque chose qui n'est pas forcément qu'on n'imagine pas forcément de prime abord, mais qui, grâce à ces travaux, ces études, permettent de se dire c'est un avantage que l'on va réussir à gagner en laissant ces zones se reconnecter. Voilà, et donc, en gros, l'évolution qu'on peut avoir, hein, donc c'est lorsqu'on va avoir cette reconnexion, c'est que cet estran qui va se développer va permettre de diminuer l'énergie des houles. Donc là, troisième effet, on va dire, positif, c'est que si cet estran se redéveloppe, eh bien, la digue qui est derrière, il y a des études encore qui ont été faites, elles n'ont pas besoin d'être aussi hautes, elles n'ont pas besoin d'être aussi résistantes, puisque le présalé va lui-même
de lui-même, en fait, amortir cette énergie de la houle. Alors là encore, on a une vidéo puisqu'on a fait une expérience donc là en canne à la houle pour montrer justement et avec les conditions évidemment identiques dans les 2 expérimentations, on rajoute un pré-salé. Alors un pré-salé virtuel évidemment fait d'une pelouse synthétique. Là, on en revient au gazon et au football. Mais pour vous montrer qu'en fait, mettre un petit espace végétal va permettre de diffuser l'énergie de cette houle. Voilà, et en plus, on a mis une musique hyper planante. Donc, vous voyez, en fait, là, vous avez les deux vidéos en parallèle. En haut, la même que tout à l'heure. En bas, on considère donc qu'on met les salés qui se laissent se développer devant la digue. Et bien, cette reconstitution de cet restaurant va avoir un effet. Quand on a fait l'expérience, on a été, sans même comparer les images captées par la caméra, vous voyez déjà la différence très nette, puisque vous constatez, donc on est vraiment à énergie similaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment la même quantité d'énergie qui arrive en zone de déferlement. Dans le domaine endigué classique, vous allez avoir en fait cette énergie qui va venir lécher le bas de la digue. Si on laisse un instant se développer, eh bien cette reconnexion va permettre en fait de diminuer de façon très nette l'énergie de la houle, puisque vous voyez qu'à arriver, l'énergie ne va même pas arriver jusqu'au niveau du pied de la digue. Ces pré-salés ont vraiment un effet mécanique très important. Alors là encore, on n'a pas étudié tous les détails, et c'est vrai que ça c'est des choses, donc on a eu quelques études très chiffrées, mais très incompréhensibles pour nous communs des mortels, en tout cas qui ne sont pas physiciens des fluides, mais de façon pragmatique. Voilà, vous avez l'image que nous avons captée de l'air, et on voit très bien que c'est un petit clapot, c'est pas forcément grand chose, mais même les petits clapots vont provoquer de l'usure, et ces clapots en fait sont complètement absorbés par les pré-salés qui se développent. Donc là ici on est au niveau un petit peu plus loin du port d'Orange, donc sur le domaine de Graveyron. Donc on a vraiment un effet visuel très important, et on le voit bien que cette zone qui a été gagnée finalement, donc ce site, cette pointe de Graveyron, va être un système qui va permettre d'amortir justement les effets de cette houle. Donc, je vous remontre cette image-là avec ce coup-ci, donc ce fameux casier reconnecté qui va avoir ce rôle d'amortissement en termes d'évolution. Alors là, on a en 2000, donc de 96 à 2009, de 2000 pardon, à 2009, une évolution de ces présalés qui aujourd'hui ont continué d'augmenter en surface. Et donc, on crée vraiment une barrière végétale naturelle. On reconstitue un milieu qui va ensuite nous servir de milieu de protection. Alors, évidemment, là encore, quand on va mettre de la masse végétale, vous le savez, quand vous arrosez vos plantes, vous allez prendre votre petit arrosoir, vous allez arroser votre pot de fleurs. L'eau, il faut bien arroser pour que l'eau ressorte en dessous dans la coupelle. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le potentiel d'absorption à la fois des racines et puis de la matière minérale au pied des racines qui va faire qu'il va y avoir aussi cet effet éponge. Là encore, sur les 35 hectares reconnectés, donc sur les 2 sites du delta de la Leyre, là encore, j'ai calculé en piscine olympique, ça permet de retenir l'équivalent de 28 piscines olympiques en termes de volume d'eau. Donc, là encore, quand il y a des potentielles submersions, il va y avoir, on va dire, une partie de ces potentielles submersions qui va être amortie par justement le potentiel d'absorption d'éponge de ces domaines reconnectés. Et puis, il va y avoir aussi l'aspect écologique, toujours, donc en termes de biodiversité. Les espèces, et donc des espèces à importance halieutique, c'est l'anguille, c'est le bar, c'est le mulet, vont pouvoir aller se nourrir lorsque la marée sera haute sur ces zones de présalés. Il va y avoir également une nurserie, c'est-à-dire les alevins, notamment de bar, vont pouvoir se réfugier là. Là encore, si vous êtes pêcheur, vous savez que dans la végétation de Bordeaux, ou sous les pontons, il y a des jeunes poissons qui vont venir se mettre à l'abri. Et puis, il va y avoir, là encore, en termes d'impact de la faune, parce qu'on parle encore une fois aujourd'hui, c'est le championnat du monde des mauvaises nouvelles, en plus des pandémies qui nous obligent à faire des conférences en visio. On a une érosion constante de la biodiversité, on a des enjeux climatiques très forts, on a les pollutions, etc. Donc, parmi les bonnes nouvelles qu'on peut avoir, en reconstituant des milieux, on a des espèces qui vont revenir. Et donc, ces espèces dont je vous parlais tout à l'heure,
les différents limicoles qui vont venir se nourrir sur l'estran. Certaines espèces emblématiques, par exemple, comme la gorge bleue que je vous ai mis en illustration, qui est un très bel oiseau, viennent se nourrir aussi sur l'estran en glanant des petits invertébrés. Donc, on va avoir vraiment un milieu qui se reconstitue avec des espèces qui vont l'exploiter. Et donc, au global, on va avoir vraiment un bénéfice de ces reconnexions. À la fois, donc, cette digue érodée qu'on va laisser revenir à la mer, finalement, elle va protéger le présalé qui lui-même protège cette digue secondaire. Petit à petit, la digue érodée disparaîtra, mais le présalé lui-même aura eu le temps de se constituer et il va permettre justement d'amortir cette énergie d'éponge, de dépolluant, qui va lui-même protéger ces bassins endigués hein, qui eux-mêmes peuvent permettre d'anticiper et de gérer les submersions. Quand on a des bassins endigués, même protégés, on peut se dire on va les vidanger avant une grande tempête. Comme ça, au moins, si l'eau passe par-dessus, on va pouvoir récupérer ce volume d'eau, puis l'évacuer lorsque la marée sera basse. Et donc, ils vont eux-mêmes protéger des zones d'habitation plus abritées, entre guillemets, et qui vont permettre d'éviter tout simplement des drames humains, comme on peut en voir malheureusement régulièrement, hein, puisque là encore, le risque est zéro n'existe pas. Hein, ça fait un peu phrase galvaudée, mais il faut toujours penser que lorsqu'on a des situations de risque, le risque existe en lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et là encore, on en revient à la problématique d'Adapto, c'est que sur ces sites pilotes, aujourd'hui, on cherche à anticiper. Pourquoi est-ce qu'on cherche à anticiper? Parce que je vous ai mis deux cas de figure. On a notre situation endiguée initiale où notre digue à la mer classique protège des bassins endigués qui protègent une digue secondaire. Est-ce que on protège donc quel qu'en soit le coût, hein, pour reprendre les mots de notre président, et donc on va surélever des digues, ce qui est une possibilité. On surélève, on surélève, on surélève, mais la pleine mer de vives eaux sera de plus en plus haute. S'il y a une forte tempête, on aura des bassins en fait si elle vient à céder, ces bassins et le niveau de l'eau sera beaucoup trop important. Hein, vous voyez, donc même la basse mer de Mortoso sera au-dessus. Donc, il y aura plus cette zone de balancement des marées, donc le présalé ne pourra plus se développer. Il sera tout le temps sous l'eau, donc on aura un autre écosystème, mais pas de présalé qui va pouvoir se développer. Dans le scénario 2, hein, avec la montée du niveau marin, on va laisser cette digue à la mer s'éroder et autour et à l'intérieur des anciens bassins digués comme autour, eh bien, l'accrétion du sédiment, le développement des présalés vont permettre justement qu'il y ait une zone de protection de cette digue secondaire et que même en cas, on va dire, de houle moyenne à forte, eh bien, cette énergie soit dissipée et ça permette d'anticiper au mieux les risques éventuels, même si là encore, hein, il y aura aussi un élément de facteur et d'aléa qui fait qu'on ne peut bien entendu pas tout prévoir. Et puis surtout, à court terme et moyen terme, il y a quand même l'organe principal d'Homo sapiens, qui est le plus important à ses yeux. C'est pas le cœur, c'est pas les oreilles, c'est pas le cerveau, c'est le portefeuille. Et le portefeuille parle aussi, puisqu'à court et à moyen terme, l'entretien va être jusqu'à 10 fois moindre. Hein. On parle en termes de plusieurs milliers d'euros d'entretien de mètres linéaires. Plus on s'attarde, entre guillemets, à faire des digues moins hautes, plus en arrière, mieux optimisé et avec un entretien moins régulier, plus aussi ça va nous faire des économies sur le long terme. Et ça aussi, c'est un élément important lorsqu'on doit entretenir constamment des digues. C'est un coût qui est très important et qui va demander en plus un effort, une mécanisation de plus en plus importante sur des sites qui sont eux-mêmes fragiles. Hein. Quand on amène des bulldozers, bon, la digue façon 1890, c'est chouette, mais je ne suis pas sûr que des cantonniers aient envie d'aller terrasser de la digue à dos d'homme aujourd'hui. Donc, on va utiliser des grandes machines avec l'impact écologique que ça peut avoir. Donc, qu'est-ce que ça va nous amener? Ça va nous amener qu'on va reconstituer cet écosystème rare. Donc, hein, je parlais des présalés. En France, c'est 10 000 hectares. Donc, un 20e se trouve sur la zone du bassin d'Arcachon. On a gagné en 35 hectares de présalés, donc ce qui est assez important et ce qui va permettre justement de reconstituer un milieu qui a aussi son intérêt en termes de biodiversité. Et également, je vous disais, pour finir un petit peu, pour conclure un peu tout cela, et qui va nous rendre de sacrés
sacré service écosystémique. Si on prend l'exemple du bassin d'Arcachon, c'est une production donc, qui va être de meilleure qualité, notamment pour ce qui concerne la pisciculture, l'ostréiculture. Également, la sylviculture, un peu par rebond. Ça va être aussi donc en termes culturels, et nous, on le sait bien, en termes de médiation culturelle, ça va être des lieux attractifs et tout le monde sait qu'on veut habiter sur le bassin d'Arcachon. Ce n'est pas parce que c'est moche, c'est plutôt l'inverse. Donc, des paysages attractifs, des paysages pérennes aussi, hein, pour les résidents notamment, un support d'éducation, un support de recherche, avec beaucoup de recherches qui sont menées à la fois sur l'Estran, par la station marine, hein, on travaille avec l'université, nous sommes cellule de transfert de l'université, mais également donc, le Conservatoire du littoral, alors l'IRSTEA aujourd'hui, le BRGM, l'OCA, etc. Donc, un lieu de recherche aussi, et puis un lieu de loisirs que sont la chasse, la pêche, donc des loisirs de type traditionnel. Et puis, hein, le bénéfice, je parlais aussi de cette régulation donc des potentielles submersions. Alors ici, là, on est simplement sur un gros coefficient sur le port d'Audange. Donc, on a l'eau qui monte. Vous avez d'ailleurs un petit sémaphore qui vous indique et qui peut vous interdire l'accès au port, justement quand il y a une grande marée. Là, vous voyez que le ciel était bleu et magnifique. Imaginez avec une belle tempête bien creuse à 960 hectopascales, et bien là, on aurait certainement le niveau qui fait 30-40 cm de plus s'il y a du vent. Donc forcément, réguler ces impacts à travers la reconstitution de ces milieux donc naturels non anthropisés est très important sur le long terme. Hein, faut toujours garder en tête, on parle toujours avec notre système un peu anthropocentré de sauver la nature. Il faut rappeler que ce n'est pas à nous de sauver la nature, c'est plutôt c'est plutôt la nature qui nous sauvera si justement on arrive à reconstituer une nature protectrice vis-à-vis de nos activités humaines. Donc, trouver l'équilibre. Et ça, c'est toujours un petit peu la partie la plus difficile parce qu'on a toujours du mal à se réfréner et à trouver justement le point du milieu qui arrivera à équilibrer notre usage d'un espace à la fois en termes d'impact naturel minimal et à la fois en termes de confort aussi pour nous. Voilà pour ce que j'avais à raconter. Donc, j'ai pris un petit quart d'heure de plus. Je ne sais pas si éventuellement j'ai oublié des choses et Isabelle, tu voudrais rajouter des choses. Ou sinon, vous êtes bienvenus pour les questions. Donc, soit de vive voix, soit par le petit chat. Si on pouvait juste ajouter quelque chose, je dirais que en fait, tout ceci questionne une chose, c'est notre rapport à la nature, notre positionnement vis-à-vis de la nature, quelle place on imagine avoir dans cet écosystème global qui est la planète Terre. Voilà, vous avez 4 heures. Merci, c'était très bien, vraiment intéressant, très intéressant. Voilà, et donc, lorsque vous irez sur le littoral, vous verrez tout cela d'un œil neuf, hein, puisque sur les secteurs, notamment sur la pointe de Graveyron, quand on n'aperçoit pas, en fait, justement, c'est ça qui est intéressant aussi dans cette démarche-là, c'est que souvent, et Isabelle le disait très bien, on a toujours une sensation de lâcher prise quand on laisse la nature reconstituer justement un écosystème. Or, justement, c'est quelque chose de très contrôlé et surtout, c'est invisible. Lorsque vous baladez sur la digue de Graveyron, si on ne vous accompagne pas pour vous dire vous avez ici un secteur reconnecté, vous ne vous en rendez pas compte. Donc, le paysage est complètement dans la continuité. Il y a une vraie continuité et il y a une pérennité de ce paysage. Et ce sont des exemples qui sont facile à voir puisque la pointe que Gaëlle vous a présentée, elle est accessible depuis le port d'Audange par quelques minutes de marche et vous arrivez sur cette digue secondaire qui vous a montré et derrière vous, ou alors plutôt oui, devant vous, côté mer, vous avez ce secteur qui s'est reconnecté à la mer, à qui on a permis de se reconnecter, parce que l'homme a tendance à ne pas permettre à la nature d'évoluer librement. Et c'est un secteur qui finalement représente le site tel qu'il était avant que l'homme intervienne.
Et puis, si vous retournez de l'autre côté de la digue, vous pouvez apprécier toutes les qualités d'un domaine endigué tel qu'il est actuellement. Et on voit vraiment bien la différence. C'est très agréable. Alors, je voulais essayer de retrouver justement cette image-là, mais c'est vrai que ça, on a vraiment ces deux aspects et c'est en termes voilà, de qualité paysagère, aussi d'endroits agréables pour la balade. Hein, ce sont des sites extrêmement intéressants pour cela. Et là encore, il faut vraiment garder en tête, c'est vrai que bon, on a peut-être 100 ans derrière nous. Hein, alors en France, on a double, là tu parlais de paysage, le paysagisme et notamment tout ce qui concerne les jardins, tout ce côté-là, contrôle maximum hein, de nos paysages. À la fois anthropisés, puis même les paysages naturels, puisque quand on se balade dans la nature, un petit peu partout en France, quand on pose la question, ce paysage a-t-il été modifié par l'homme? On a beaucoup de fois la question non. Or, 95% du territoire a été modifié profondément par l'homme, même en zone de montagne, même en plaine, etc. Même une forêt très, très dense a été modifiée. Donc ça, c'est notre côté modification un peu de notre paysage. Et puis aussi, bon, quand même, l'ingénierie du 19e et 20e siècle. Rectification à tout va, les rivières qui filent tout droit au lieu de serpenter, etc. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on revient beaucoup aujourd'hui. Ou alors, on doit justement construire des ouvrages. Je pense notamment au bassin de rétention. Mais bon, quand une rivière reprend ses droits, même un petit ruisseau, bah, ça peut créer de gigantesques catastrophes aussi humaines. Donc c'est important de garder en tête justement cette modestie par rapport à la nature euh, qu'il faut vraiment accompagner plutôt que, comme tu le disais, de subir tout cela. Mais ça donne de l'espoir quand même, ça donne de l'espoir. Oui, ça commençait assez mal. Hein. Voilà, et finalement, ça finit plutôt optimiste. Hein. Mais c'est vrai qu'on part toujours de constats un peu pessimistes, mais il faut toujours montrer, et ce qui est important justement, bon, je pense qu'Éric aussi acquiescera, c'est de donner dans notre travail de médiation aussi, c'est de donner des connaissances, des outils, savoir que tout ne va pas bien, mais quels sont les potentiels mesures pour que ça aille mieux. Et donc là, on est vraiment dans le concret. Je pense que c'est important dans le pragmatisme et dans le concret. Et c'est des choses qui aujourd'hui fonctionnent et donc qui vont être amenées à être généralisées dans le cadre. Alors, on a même fait un petit jeu très amusant. Si un jour on organise ça pour justement montrer qu'est-ce que c'est que gérer un site comme ça et essayer de comprendre parce qu'il y a évidemment beaucoup d'enjeux. Donc, ça demande toujours beaucoup de réflexion et tout le monde ne sera pas d'accord. On est en France, hein, ça c'est un premier point. Et puis, en fonction des usagers, évidemment, les points d'intérêt ne sont pas les mêmes. Donc, évidemment, il y aura des complexités, mais cette complexité rend aussi ce genre de travail très intéressant et passionnant, je pense. Oui, ce qui est important, c'est effectivement la compréhension de la dynamique environnementale. C'est vrai que souvent, on a des solutions techniques sans forcément appréhender d'abord et bien comprendre d'abord comment ça fonctionne et comment ça va fonctionner aussi à l'avenir avec les pressions, notamment du changement climatique. Je vois juste des questions. J'espère que nous pourrons y aller en balade prochainement. Est-ce qu'il y a des programmations ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt là par rapport Alors, pour les balades, d'ici ce qu'on y voit plus clair, évidemment, on reprogrammera des balades parce qu'on a dû en déprogrammer 2. Ce qu'on voudrait faire, et là on est en train de réfléchir à ça avec Bégonia, c'est d'ici qu'on puisse vraiment sortir, donc d'ici le 15 décembre, programmer une balade virtuelle comme on l'a déjà fait sur Bordeaux, comme on l'a déjà fait l'autre jour à Sadirac. Donc Bégonia sera reporter sur le terrain. Pourquoi pas Isabelle, si elle peut participer, moi-même, on fera nos commentaires. Et donc voilà, essayer justement de toujours avoir cette balade à plusieurs voix pour, bon, si on ne peut pas sortir, au moins prendre l'air virtuellement. Voilà, vous mettez un petit ventilateur sur votre bureau, vous pchitez de l'eau de mer, et puis vous y êtes presque. Voilà, et on vous fait vivre au moins ce site-là accompagné. Et évidemment, dès que l'on peut faire des sorties de terrain. Donc, en général, comme à la rentrée, on a réussi à faire des sorties de terrain jaugées jusqu'à 15 personnes. Donc, je suppose qu'on repartira à peu près sur les mêmes bases. Mais oui, nous reprogrammerons des sorties sur ces sites, évidemment. Et on espère aussi pouvoir le faire sur l'île de Malprat, qui est un peu plus compliqué, puisqu'il faut passer à marée basse. Voilà, donc ça donne des créneaux beaucoup plus courts, mais au moins essayer de faire une balade aussi sur le site qui est intéressant parce que justement, il est peu connu. Et ça
ça amène aussi des choses très intéressantes. Et je précise qu'effectivement, les balades virtuelles, donc, comme tu l'as dit, on en a fait 2 et c'est autre chose qu'une conférence. Enfin, ça a son intérêt. Je crois que ça, c'est les gens qui ont participé, qui ont derrière leur écran. Mais ça permet de montrer des zooms sur des endroits aussi où on ne peut pas forcément aller à 10, 15 personnes. Donc, ça a aussi son véritable intérêt, en plus d'aller sur place. Ça ne remplace pas, mais ça peut compléter sur certains points. Voilà, le confinement nous a permis de créer aussi de nouvelles formes donc, de faire de la médiation qui justement seront complémentaires là encore et ne remplaceront pas mais compléteront, comme le dit très bien Eric, le terrain et voire même pourquoi pas penser à ceux qui ne peuvent pas forcément venir sur le terrain, faire des balades sur le terrain, accompagnés en visio. Bon, on pense à un peu plein de choses un peu folles. C'est le moment, hein, de toute façon. il faut innover en ce moment. Hein, Et c'est aussi l'occasion de donner un petit hommage à Philippe de Dieuleveult aussi, parler des hommages. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui est sur le terrain, qui court, qui prend des risques, et puis nous derrière, tranquille, pour commenter et voir. Bien. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, parce qu'il reste encore quelques minutes par rapport à nos horaires habituels où on essaye de finir à peu près à l'heure. Non? Pour avoir vous avez parlé de revues qui reviennent un petit peu sur ce que vous avez expliqué aujourd'hui. Effectivement. Alors, je remonte. On peut ces revues, on peut les trouver en papier. Alors, on peut vous les envoyer, par exemple. Ça, c'est possible à l'heure actuelle, même si, parce que ou sur les points de rencontre prochains. Oui. Sinon, vous pouvez les trouver en format PDF sur notre site internet. Vous pouvez les télécharger et les lire comme ça sur l'ordinateur. Et puis, alors ça, c'est les deux sur le thème d'adaptation et notamment en lien avec Adapto. Vous trouverez des articles notamment faits avec le Conservatoire du Littoral et dans le Junior, l'interview d'Isabelle d'ailleurs en point central. Et puis sur justement la comparaison dont tu as parlé, Gaël, un petit peu avec les mangroves, enfin voilà, les différents types de milieux, d'écosystèmes côtiers qui sont en rapport avec justement ces amortissements potentiels que ça peut avoir. Je signale au passage que le prochain, d'ailleurs, ça sera sur une autre thématique qui est en cours de finalisation, c'est sur les eaux souterraines. Autre thème. Voilà, j'ai mis sur le chat, hein, vous pouvez télécharger la version PDF. Et bon, si vous voulez l'avoir en papier à l'ancienne, il faudra attendre de pouvoir se revoir. Donc, on les vend à un prix modique de 2 €. Voilà. Mais sinon, vous pouvez d'ores et déjà le télécharger si vous voulez le lire sur une tablette, sur votre ordinateur, sur votre écran. Voilà, donc je vous ai mis le lien. Ce sont les 2 derniers numéros qui sont présentés là ici. Avant, les numéros à venir, justement, sur les enjeux, toujours autour de l'eau, hein, puisqu'on a parlé eau de surface, de ces problématiques-là. Je vous ai un petit peu parlé très légèrement de recharge d'eau souterraine, en tout cas, les souterraines, on va dire, les plus superficielles. Mais ce sont des enjeux. Et là encore, puisqu'on parlait de côté un peu encourageant, on a une consommation d'eau qui est assez importante, mais grâce à des gestes simples, on a réussi à infléchir, malgré une augmentation de la population en Gironde, on arrive à infléchir cette consommation d'eau et entre guillemets à aplatir la courbe, puisque c'est un terme qu'on a beaucoup entendu dernièrement. Justement, on n'a pas une explosion de la consommation alors qu'on a une augmentation de la population, on a même des légères baisses. Donc ça veut dire qu'en utilisant des gestes simples et en informant correctement, on arrive à faire des choses concrètes qui sont justement pour le bien collectif, pour le bien commun. Bien. Bon, mais je crois qu'on... Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ça va? Enfin, personne... Alors, je signale au passage que vous pouvez éventuellement revoir... Enfin, je ne sais pas exactement. J'ai enregistré la conférence. Je ne sais pas, peut-être qu'on va pouvoir la mettre en lien. On va essayer de la mettre en ligne. La revoir. On va la mettre pour sur YouTube. Qui n'auraient pas eu l'occasion d'être là ce soir. Merci. Voilà. Bon, mais bonne soirée à tous. Merci Isabelle pour ta présence. Bonne soirée à tous. Merci bien sûr à Merci Gaël à tous les pour cette remarquable présentation très bien illustrée aussi avec les éléments du conservatoire et puis quelques dessins aussi et petites vidéos. Oui, c'est à signaler évidemment, hein, puisque on en a parlé, mais donc toutes ces illustrations, toutes ces vidéos, alors il y en a qui sont de l'OCA et du conservatoire, mais c'est aussi une partie de notre travail, justement de notre partenariat avec le conservatoire, comme tu le disais, depuis 2 ans sur le programme Adapto, qui nous a bien occupés, puisqu'on a fait pas mal de choses, beaucoup d'outils de médiation, puisque c'est un point important, hein, comme Isabelle le signalait, d'avoir des outils visuels. La petite vidéo
avec le Canalaoul est très simple, mais très parlante. Donc, voilà, ça a été aussi notre mission en complément justement avec les actions de terrain à la fois de conservatoires et puis des gestionnaires. Donc, un véritable travail coordonné, on peut dire. Et ces vidéos, donc, on peut les trouver sur notre chaîne YouTube, qui, à partir de notre site internet, on peut cliquer dessus pour les retrouver toutes, ou en tous les cas certaines. Et celle de l'Observatoire, je pense que ça doit être sur le site de l'Observatoire. Tout à fait, oui. Bien. Bon, merci encore à tout le monde pour votre participation. Et puis, bonne soirée. Et puis, à très bientôt. Pourquoi pas jeudi prochain. Ou à dimanche, encore une fois, là, pour la Maison éco-citoyenne, enfin, sur les déchets et les plastiques. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée et bon appétit. Merci encore. Merci.